Tac, tac. Donc qu'est-ce qu'on a comme information au départ? On sait que le système, il occupe... Donc le système, c'est le gaz, hein, on va le marquer quand même. Même si ici, c'était un peu implicite. Donc l'état initial, qu'est-ce qu'on a comme information? On a le volume V0 qui est donné. Enfin, on ne connaît pas sa valeur, mais c'est un des paramètres. On a la température T0 qui vaut 300 Kelvin. Et l'état final, qu'est-ce qu'on a comme information? On vous dit que, alors si on regarde les informations qu'on a, on vous dit que le cylindre il est thermostaté. Donc s'il est thermostaté, ça veut dire que les échanges thermiques sont possibles. Du coup, il va y avoir un équilibre thermique à l'état final. Ce qui va nous donner V1, alors volume, c'est V1 les volumes initiales, pardon. V1 et 2V1, bien vu. Je vais corriger ça. Hop. Donc là c'est V1. L'état final sur le volume c'est V2 égale 2V1. Et c'est T0 parce que, donc ça là, ici, c'est parce qu'il va y avoir équilibre thermique. La paroi laisse passer les échanges thermiques. Et sur la flèche, on va avoir les transformations. Donc là, on va voir les trois méthodes. Donc pour le moment, je mets juste transformation. Alors première chose à noter, c'est que l'état initial et l'état final sont les mêmes, quelles que soient les trois méthodes. Dans les trois méthodes, vous arrivez au même état final, même température, même volume, et donc par l'équation d'état, même pression. Du coup, comme il faut faire un bilan anthropique pour chaque méthode, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la variation d'entropie. Et ça, on va le faire qu'une fois, parce que comme c'est le même état initial et le même état final, et que l'entropie est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin. Elle ne dépend pas de la transformation. Donc la variation d'entropie indépendante de la méthode. Ça, c'est parce que j'ai le même état final. Car on a le même état final à chaque fois. Ok? Donc on écrit delta S égale, on va l'appeler S2 moins S1, on va indicer 2 l'état final et 1 l'état initial. Et là on fait quoi? On applique la formule qui est proposée. Donc ça fait, si on ne dit pas de bêtises, alors on va vérifier dans le formulaire, parce que normalement vous l'avez le formulaire. Donc c'est noté en grandeur molaire, NCVM ln de T2 sur T1 plus NR ln de V2 sur V1, ok, et on va juste remplacer T2, T1, V2, V1 par ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qui va rester? On va l'écrire. Donc je le réécris. Là vous voyez, je ne me pose pas trop de questions, je réécris le formulaire et je l'applique juste avec mon état final température T0, l'état initial température T0, plus NR, bonjour Younes, ln de volume final qui est 2V1 sur volume initial qui était V1. Et du coup il reste delta S égale NR ln de 2. Hop. Tac. Et ça c'est important, c'est pour la méthode 1, la méthode 2, la méthode 3. Pour chacune des trois méthodes. Donc une fois qu'on a écrit ça, maintenant, on va faire l'entropie d'échange et l'entropie créée pour chacune des trois méthodes. Quentin, oui, normalement, les formules sur l'entropie sont censées être fournies. Elles ne sont pas censées être à mémoriser. C'est pour ça que dans le TD, j'ai fait un préambule, là. Alors, vous remarquez que dans le préambule, j'ai tout marqué, sauf l'entropie de changement d'état. Parce que ça, c'est une formule qu'il faut redémontrer. Donc l'entropie d'une phase condensée, l'entropie d'un gaz parfait, c'est censé être fourni. Ok ? Après, c'est comme toujours avec les formules qui sont censées être fournies. Finalement, si vous la connaissez, vous la donnez directement, et puis ça fait gagner un peu de temps. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va commencer on va chercher l'entropie échangée pour la première situation, donc pour la première méthode, que je vais appeler M1 pour méthode 1. M1, M2, M3. Donc, alors on va faire une petite explosion, hop, ça. Et on fait la méthode 1.
Donc qu'est-ce qu'on vous donne comme information sur la méthode 1? Si je relis l'énoncé, on vous dit on déplace de manière lente et progressive le piston qui clôt le cylindre. On va traduire cette information-là en caractérisant la transformation. Donc on a un déplacement lent et progressif. Hop, déplacement lent et progressif. D'accord? Alors, le fait que ce soit lent et progressif, ça vous donne une information sur ce qui se passe du point de vue mécanique. On va dire que c'est mécaniquement réversible. Ah non, le travail ne va pas être nul. Mécaniquement irréversible, c'est P extérieur égale P du système pendant la transformation. Tout au long de la transformation. D'accord? Si vous voulez faire un bilan anthropique, il faut calculer l'entropie échangée. L'entropie échangée nécessite de connaître le transfert thermique avec l'extérieur. Et donc, paradoxalement, un bilan anthropique commence toujours par appliquer le premier principe. Parce que le premier principe va me permettre de trouver le transfert thermique. Donc on y va, on écrit le premier principe. Alors oui, Hugo, on va pouvoir dire quasi statique. Je vais le dire dans un deuxième temps, vous allez voir tout de suite là. Donc si j'écris le premier principe, je vais écrire delta U. Alors ça, je vais le calculer directement. Donc ça fait NCVM T0 moins T0, donc ça fait 0. Et ça, c'est égal à W plus Q. On cherche Q. C'est ça qu'on cherche. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On exprime W. D'accord? On y va. W, c'est le travail des forces de pression. De l'état initial V1 à l'état final de V1. De P extérieur dV. Sauf qu'on a dit que c'était mécaniquement réversible. Hop. Donc là, on remplace P extérieur par P du système. Là, c'est l'hypothèse mécaniquement réversible. Et ensuite, je vais appliquer le fait que c'est un gaz parfait. Donc je remplace P par son expression avec l'équation d'état. D'accord? Donc pour le moment, je n'ai pas fait d'hypothèse supplémentaire sur la nature de la transformation. Et j'arrive à cette expression-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour faire le calcul? J'ai envie de sortir de l'intégrale tout un tas de choses. Donc N c'est bon, R c'est bon, et j'ai bien envie de sortir T. Donc c'est là qu'on va utiliser le fait que c'est lent et progressif, et on va aller un peu plus loin en disant on fait la transformation suffisamment lentement pour qu'elle puisse être isotherme. Donc on va supposer que c'est isotherme. Donc il faut que ce soit vraiment très lent pour que ça marche. Hein. On le fait le plus lentement possible. Et dans ce cas-là, quand on calcule le travail, je peux sortir le NRT devant. Donc c'était de V1 à 2V1, TV sur V. Et ça fait moins NRT, c'est T0 d'ailleurs, hop, ln de 2. Et c'est isotherme à la température T0. Pourquoi il faut que ce soit lent pour que ce soit isotherme? Parce que, en fait, quand vous comprimez un gaz, il a tendance à se réchauffer. Sa température a tendance à augmenter. D'accord? Donc là, en fait, vous allez... Alors là, on détend le gaz, mais ça marche dans les deux sens. Là, si je comprime un gaz, moi, j'apporte un travail, j'apporte de l'énergie à ce système-là. Cette énergie, elle sert à deux choses. Soit à être stockée, soit à être restituée sous forme de chaleur. D'accord? Dans le premier principe, delta U égale W plus Q. Vous apportez W. W peut devenir soit delta U, soit Q. Enfin, soit moins Q. Et si vous le faites le plus lentement possible, les échanges, ils ont le temps de se faire. Et du coup, delta U ne change pas. Ok? Ça, c'était pour répondre à la question de Lucas. Attendez, je suis allé trop vite. Non, de Hugo, pardon. Il y a eu d'autres questions derrière. Hugo, c'est bon ou pas? Ok, ensuite, tant qu'on n'a pas escréé... Oui, exactement, Lucas. Donc, en fait, la notion de transfo réversible, soit on vous le fournit comme hypothèse de départ. On vous dit, par exemple, il y avait ça dans le DM, c'était une adiabatique réversible.
Donc, on vous donne cette information-là. Soit, si on ne vous la donne pas, c'est à vous de le trouver quand vous allez faire le bilan anthropique. Donc, et le but du bilan anthropique, c'est de calculer ce S créé. Là, on sait que c'est quasi statique, mais pas renversable, exactement. Et en fait, ce qu'on va montrer dans cet exemple-là, c'est que pour un gaz parfait, si c'est quasi statique isotherme, c'est réversible. Mais c'est particulier, en fait, c'est pas général. Ensuite, il y avait une autre question. Alors, Romain, le delta EC, en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est que vous voyez finalement les situations où il y a un mouvement macroscopique, pour le moment, elles sont assez rares, en fait. Donc, de facto, je zappe le terme delta EC très très rapidement. Le système, il est macroscopiquement en repos. Là, c'est des situations où c'est évident que le système, il est macroscopiquement en repos. Donc, alors, si je voulais vraiment faire les choses étape par étape, bien progressivement, je le marquerais, mais là, je vais un peu plus vite. Par contre, ça reprendra son sens dans le chapitre d'après où on va mettre des fluides en mouvement, donc il faudra se poser cette question-là. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Tac. Alors du coup, donc là on a calculé le travail. Du travail, on en déduit le transfert thermique, qui ici vaut moins W. Ça c'est d'après le premier principe. Et donc du coup il fait NR, T0, ln2. Et de ça on en déduit l'entropie échangée. Donc l'entropie échangée, elle va s'écrire. Donc S échangé, c'est Q sur T extérieur, qui est ici T du thermostat. Donc ici c'est Q sur T0, parce que le thermostat il est à T0. Je remplace, et ça me donne NR ln de 2. Tac. Ça c'est l'entropie échangée. Maintenant on applique le deuxième principe. Donc j'applique le deuxième principe, et je vais dire que S créé, c'est delta S moins S échangé. Et ici, si vous faites la différence des deux expressions, vous tombez sur 0. Conclusion, la méthode 1 est une méthode réversible. La transformation est réversible, il n'y a pas d'entropie créée. J'ai démontré que la transformation ainsi proposée était réversible. Tac. Donc la méthode 1, elle est réversible. Mais on n'a pas dit au départ que c'était alors oui, mais mécaniquement réversible et thermodynamiquement réversible, c'est deux choses différentes. Mécaniquement réversible, c'est une information sur le caractère mécanique de la transformation, donc sur la valeur de la pression. Thermodynamiquement réversible, c'est une information sur et la pression, et la température, et la concentration, et la flèche du temps. Donc c'est thermodynamiquement réversible, c'est beaucoup plus compliqué à faire que mécaniquement réversible. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équilibre mécanique, il se fait très rapidement, alors que l'équilibre thermique, lui, il se fait plus lentement. Ok ? Alors Alexandre, pour calculer delta S, oui, pour calculer delta S, j'ai pris la formule qui était proposée dans le préambule, là. J'ai remplacé alors T1, V1 et T2, V2 par leurs expressions. Ok ? Donc là, j'ai bêtement pris la formule et j'ai appliqué état initial, état final. Et du coup, le fait qu'on trouve 0, alors non, ça vérifie pas l'hypothèse, Étienne, ça vous dit juste que si vous avez une transformation isotherme mécaniquement réversible d'un gaz parfait, alors elle est isotherme. Alors, qu'est-ce que je raconte ? Isotherme mécaniquement réversible d'un gaz parfait, alors elle est réversible, excusez-moi. Alexandre, non, la formule, elle n'est pas à connaître, elle sera fournie. Ok ? Et Hugo, thermodynamiquement réversible égale mécaniquement réversible plus quasi statique uniquement pour un gaz parfait. Parce qu'il y a des cas où ça ne marche pas. Alors Edine, il veut que je remette la dernière image. Alors attendez, je vais la remettre. La dernière, c'est laquelle ? C'est celle-là. Hop. Je remets juste l'image pour Edine, puis après je réponds à la suite des questions. Touc. Touc. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question derrière ? Mais le isotherme, on l'a supposé. Alors oui, le isotherme, c'est nous qui l'avons posé. Alors en fait, là, vous avez une situation où c'est à vous d'essayer de traduire, entre guillemets, l'énoncé
pour faire les bonnes hypothèses sur la transformation. Et ça, c'est un peu la difficulté des exercices de thermo, à savoir, on va pas vous dire, la transformation, elle est isobar, elle est isocore, elle est isomachin. Ça va être à vous de traduire l'énoncé pour faire ce qui vous semble le mieux. D'accord ? Et si vous vous ratez dans la traduction de l'énoncé, et ben, la suite sera pas forcément glorieuse. Je vous donne un exemple dans le DM là, que vous devez me faire. Il y a un moment, il y a une transformation qui est adiabatique. Plusieurs cas que j'ai corrigés, ils ont confondu adiabatique et isotherme. Du coup, ils se sont plantés, et du coup, leur calcul est faux. Et ça, c'est un peu le problème de la thermo, c'est qu'il faut bien essayer de traduire les choses. Alors, vérifier les hypothèses, ça se ferait si on faisait une expérience derrière, en fait. D'accord ? Si on pouvait valider ça expérimentalement. Et ça va dépendre un petit peu des situations. Il y a des situations où, à la fin, on comparera la valeur numérique qu'on obtient avec une valeur réelle, et on pourra tester l'hypothèse comme ça. Mais là, cet exercice-là, les exercices sur les bilans anthropiques, ce sont des exercices purement théoriques, en général. D'accord ? C'est des exercices assez abstraits. Alors, du coup, si je remets mon dessin, donc méthode 1, réversible, au sens thermodynamiquement réversible. Méthode 2, donc méthode 2, même état initial, même état final, mais on le fait en réduisant brusquement la pression sur le piston. Alors, traduction de ce truc-là. Donc, ça veut dire, on imagine, au départ, le piston, il est comme ça. La pression, c'est la pression extérieure. Et on va réduire d'un coup la pression sur le piston. On va la réduire à quelle valeur ? On va la réduire directement à la valeur qu'on obtiendra à la fin. Ça, c'était P1, pardon. D'accord ? Donc, on va chercher la pression P2 finale. Et on réduit directement la pression de sorte que Pxt soit égal à P2 finale. Donc, le long de la transformation, on a Pxt qui vaut P2 finale. Alors que dans la méthode 1, on réduisait très progressivement la pression. Donc vous imaginez, dans la méthode 1, vous tenez le piston avec votre main et vous lâchez très progressivement. Vous relâchez votre effort très progressivement. Dans la méthode 2, je tiens le piston avec ma main et d'un coup, je le lâche de toute façon en anticipant quelle va être la pression finale. Donc on va dire, voilà, Px égale P2 le long de la transformation. Alors attention, c'est pas une transformation monobar, parce que la pression initiale et la pression finale ne sont pas les mêmes. Mais pendant la transformation, j'ai quand même Px égale P2. Et bien après, on déroule exactement la même méthode. Donc on calcule le travail. Alors, on calcule delta U. Delta U, c'est encore 0. D'accord ? Il n'y a pas de changement, parce que la température de départ, c'était 0. La température finale, c'était 0. Ça, c'est l'état initial. Ça, c'est l'état final. Donc delta U, ça reste égal à 0. Mais cette fois-ci, pour calculer le travail, je vais me mettre là. Et bien, le long du chemin, on n'a plus une transformation mécaniquement réversible, mais on a Px égale P2. Donc je vais faire comme ça. Et je vais dire, ok, j'ai pris Px égale P2, mais P2 il est constant. Donc je suis en train de faire ça. Alors il faut faire des schémas sur notre copie, on n'est pas obligé, à votre avis. Au moins, il faut toujours faire des schémas pour visualiser ce qui se passe. D'accord ? Alexis, j'ai pas compris là, si c'est brusque, on ne peut pas connaître la pression pendant la transpo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression du gaz pendant la transformation, ça ne m'intéresse pas de la connaître. Quand je calcule un travail des forces de pression, ce qui est important, c'est la pression extérieure du système. Le gaz, il fait ce qu'il veut, il est à la pression n'importe quoi. Dans la formule du calcul du travail, c'est moins P extérieur dV. D'accord ? Et là, ce que je sais, c'est que comme je connais l'état final, je connais la pression finale du système. Et donc je dis, ok, je vais faire la réduction de pression, mais je vais la faire de façon à m'amener directement à la pression finale. Je m'amène à la pression finale et j'y reste. Mais c'est moi avec ma main qui fixe la pression extérieure, en fait, en bougeant le piston. Ok ? Alexis, c'est bon ou pas ?
faut pas confondre pression du système et pression extérieure. Alors pourquoi j'ai dit P2 égale Pxt? Parce que je sais qu'à la fin, je dois avoir Pxt égale P du système. À la fin, j'ai l'équilibre mécanique. D'accord? Donc ça, c'est l'équilibre mécanique à l'état final. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chercher à faire la transformation la plus simple qui permet de faire ça. Alors Loïc, oui, on a aussi P1 égale Pxt, mais c'est pas le même Pxt. En gros, l'état initial, c'est vous forcez le piston à rester à un volume donné avec votre main, donc vous le bloquez. L'état final, c'est vous n'avez plus besoin de faire un effort avec votre main. Le piston, vous le tenez juste sans pousser avec votre bras. D'accord? Loïc, c'est bon aussi ou pas? On va dire que non, c'est pas bon. Alors, comment je pourrais vous réexpliquer ça plus simplement? Attendez, je vais faire un autre dessin. Je réponds juste à Lucas avant parce que ça va être plus rapide. Delta U égale 0, c'est parce que la delta U dépend que de la température. Et vous avez la même température à l'état initial et à l'état final. D'accord? La pression du gaz varie, mais pas celle-ci, Loïc. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est... je vais vous faire une analogie. Vous allez comprendre ça. Je vais faire un autre dessin. Alors attendez, on va faire comme ça. Je fais un autre dessin pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est assez important de comprendre la différence entre pression du gaz, pression du système et pression extérieure. On quitte 10 secondes l'exercice et on fait une petite parenthèse. Hop, attendez, il y a d'autres trucs qui sont arrivés. Alors, petite situation pour illustrer les choses. Imaginez que vous ayez... Là, il y a du gaz. Là, il y a une paroi. Là, il y a de l'air extérieur. Et là, je mets une masse de 1 kg. Que vaut P extérieur dans ce cas-là? P extérieur dans ce cas-là, c'est P extérieur pour le gaz. Donc pour comprendre ce que c'est P extérieur, je délimite le système gaz. Là, je suis en train de dessiner les limites géométriques de ce système-là. Donc le gaz, il est à l'intérieur, comme ça. Et je vais regarder à quel endroit il y a des parties mobiles. Donc les parties mobiles, elles sont ici. D'accord? Et je fais l'équilibre de cette partie mobile. Donc ça, c'est à l'équilibre. C'est un équilibre au sens mécanique. Il y a comme force qui s'exerce vers le haut, la force que le gaz exerce sur cette paroi, et comme force qui s'exerce vers le bas, la force de l'air et le poids. Donc du coup, on va trouver que P extérieur, c'est P0, donc là on va dire qu'il est à P0, ou P atmosphérique. Alors P atmosphérique, on va faire les choses bien. Donc c'est P atmosphérique plus mg sur S. Ça c'est un calcul qu'on a déjà fait quand j'ai posé l'équilibre mécanique. Okay, je vais faire une transformation dans laquelle P extérieur va varier, mais va varier d'un coup. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrive avec ma main et je fais ça. À l'instant de départ, je fais... Hop. Attendez, j'ai pas pris le bon cadre. Je fais ça. Tac. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme transformation? J'enlève la masse. D'accord? Donc là, vous aviez votre état initial. Ici, là. Ça, c'était l'état initial. J'enlève la masse. Que devient P extérieur si j'enlève la masse? Et bien ça devient P atmosphérique. D'un coup. Donc vous voyez que P extérieur, il est passé de P atmosphérique plus mg sur S à P atmosphérique. Ok? Oui, alors ça c'est que pour une paroi mobile, mais de toute façon quand vous calculez un travail, Lucas, vous vous focalisez que sur les parois mobiles. Parce que dans un travail, il y a moins P extérieur dV, et donc ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va faire varier le volume. Il n'y a que les parois mobiles qui sont susceptibles de faire varier le volume. D'accord? Donc c'est pour ça que je me ramène toujours à des systèmes dans lesquels il y a un piston avec une paroi mobile. Donc du coup, ça c'était pour la remarque de Loïc tout à l'heure. Là, vous voyez que sur cette transformation, je fais varier très rapidement P extérieur d'un coup. Si je mets une masse de 10 tonnes, là
je suis capable de faire varier de façon très très nette la pression extérieure. Mais par contre, au moment où j'enlève la masse, le piston se met à bouger, et ça va prendre un certain temps pour se rethermaliser, etc. Donc la transformation qui se produit, elle n'est pas instantanée. Et pendant toute cette transformation, P extérieur reste constant et vaut P atmosphérique. Et à la fin, la pression finale du gaz vaut la pression atmosphérique. Ok ? Ça, c'est la situation de la méthode 2. C'est exactement ce que je suis en train de faire dans la méthode 2. C'est-à-dire, le gaz, il était un peu comprimé, je le détends, en gros, en arrêtant de pousser dessus. Là, j'ai arrêté de pousser dessus en enlevant la masse. Qu'est-ce que c'était la méthode 1 par comparaison? La méthode 1, si je la dessine, on partait du même état initial, mais au lieu d'enlever M d'un coup, on n'a qu'à représenter la masse comme ça. Donc là, j'avais un tas de sable avec 1 kg. Et dans la méthode 1, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on enlevait les grains de sable un par un. On enlevait un grain de sable, on attendait. On enlevait un autre grain de sable, on attendait. On enlevait un autre grain de sable, on attendait. On enlevait un autre grain de sable, etc. Jusqu'à ne plus avoir de grain de sable. D'accord? Du coup, la pression extérieure dans la méthode 1, elle évolue progressivement. À chaque fois que vous enlevez un grain de sable, vous réduisez la masse qui est ici. Donc vous réduisez Px jusqu'à atteindre la même valeur finale. Et ça se fait très progressivement. Alors Alexis, oui, mais c'est pas le long du coup, c'est juste aux états... Alors non, justement, dans le cas où j'enlève la masse d'un coup, pendant toute la transformation, P extérieur vaut P atmosphérique. Par contre, P du système ne vaut pas P extérieur. D'accord? Mais c'est pas grave, parce que dans le calcul du travail, on a montré que ce qui était important, c'était pas la pression du système, c'était la pression extérieure. Alors que dans le cas mécaniquement réversible, la pression extérieure varie, et elle est égale, il se trouve qu'elle est égale à la pression du système, tout au long de la transformation. Ok? Ça, c'est la subtilité entre pression extérieure et pression du système. Alors du coup, si ça a clarifié ça, je vais revenir à mon petit dessin d'avant. Tac. Tac. C'était celui-là. Donc du coup, là, on était en train de calculer le travail. Donc on a dit P extérieur égale P2. Donc là, le P2, c'est l'équivalent de P atmosphérique dans le dessin que je viens de faire. D'accord? Et le P1, c'était l'équivalent de P atmosphérique plus mg sur S. C'était pareil. Alors, Enzo, en fait, quand c'est brutal, on a une homogénéité de pression. Oui, on peut le voir comme ça. Là j'ai fait une transformation assez brutale. Et la pression, si vous la tracez dans le temps, la pression extérieure, d'un coup, elle saute. Ouais, exact. Ça donne le caractère brutal. Alors du coup, on finit le calcul du travail. Hop. Donc on fait moins P2, somme de V1 à V2 de V1, somme de V1 à 2V1 de dV. Donc ça va vous donner W, je vais me remettre en noir, W égale moins P2 fois 2V1 moins V1, ça fait moins P2 fois V1. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est V1? C'est 1 demi de V2, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va faire moins 1 demi de P2 fois V2. Parce que V1, c'était la moitié de V2. Et qu'est-ce que c'est P2 V2? Ben, c'est nRT0. Donc le travail, il va faire moins 1 demi de nRT0. Même démarche, une fois que j'ai trouvé le travail, on en déduit le transfert thermique en appliquant le premier principe. Et ici, on va trouver que le transfert thermique, c'est 1 demi de nRT0. Ça, c'est, j'ai appliqué le premier principe. Et une fois qu'on a trouvé le transfert thermique, on peut calculer l'entropie d'échange. Donc on va faire ça tout de suite. Donc Q égale 1 demi de nRT0, je garde ça dans un coin de ma tête. Et donc j'en déduis l'entropie échangée. S échangé égale Q sur T0. Alors Alexandre, en enlevant la masse, on fait une transformation brutale, donc irréversible. Oui, alors ça, on va le montrer à la fin, quand on calculera S-crée, on montrera que c'est non nul. Mais si je remets le poids, on ne retrouve pas nos conditions initiales. Si, mais on a fait deux transformations irréversibles.
Et alors ça, c'est assez contre-intuitif en fait. Je fais la transformation, j'ai la masse de 1 kg posée sur le piston, je l'enlève, j'attends, je la remets, j'attends, je reviens au point de départ. Vous avez l'impression d'être revenu au point de départ. Pourtant, l'évolution globale, elle est irréversible, parce qu'il faut raisonner pas sur le système, le gaz tout seul, mais il faut comprendre que en fait, le fait d'enlever et de remettre le piston, la masse, pardon, ça va affecter le reste de l'univers aussi. Donc l'évolution globale va être irréversible du point de vue, vous allez créer de l'entropie pour le reste de l'univers. D'accord? Enfin, pour votre système plus le reste de l'univers. Alors du coup on avait Q égale 1 demi de NR T0, on va pouvoir simplifier par T0 et s'échanger, ça va donc nous faire 1 demi de NR. Hop. On applique le deuxième principe, et on calcule S créé, qui vaut delta S moins S échangé, c'est le deuxième principe. Delta S, il n'a pas changé, c'était NR ln de 2. S échangé, on vient de le calculer, donc je vais mettre NR en facteur, et ça me fait NR ln de 2 moins 1 demi. Et si vous calculez ln de 2, normalement c'est censé être plus grand que 1 demi. J'espère que c'est le cas. Donc ça, c'est strictement positif. Ça, c'est S créé. Tac. Ça, c'est la méthode 2. Donc la méthode 2, elle est irréversible. Pourquoi elle est irréversible? Il y a déjà eu la réponse dans le chat. Parce qu'elle est brutale. C'est ça la cause d'irréversibilité. Ok? Méthode 3. Alors on va aller relire ce que c'était que la méthode 3. Hop. Donc la méthode 3, donc c'est la détente de Joule-Gay-Lussac. On va crever une membrane pour que le gaz puisse passer d'un côté à l'autre. Alors on va faire ça ici. Je suis perdu dans mon dessin. Ici, tac. Donc dans la méthode 3, si on représente les choses, au début on a du gaz et le vide ici, et à la fin, là c'est V1 et V1, à la fin on a du gaz partout, avec 2 V1. D'accord? Donc même démarche, on calcule le travail, le transfert thermique, etc. Pareil. Je fais 3 fois la même chose, comme ça, je suis sûr que la méthode est bonne. Donc delta U égale 0, ça ne change pas. Le travail pour le système gaz, je vous rappelle que le système c'est le gaz. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? On est en train de faire une détente dans le vide. Donc il faut que je calcule ça. Donc là j'ai réécrit la formule de base. Sauf que ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'est-ce qui joue le rôle de P extérieur, de ce truc-là. C'est ce qui va se passer quand le gaz va rentrer dans le deuxième compartiment. Donc là, la membrane, la partie mobile de votre système gaz, elle est en contact avec le vide. Du coup, hop, ça vaut 0. C'est une détente dans le vide. Une détente dans le vide, ça coûte rien. Du coup, le travail est nul. Donc W égale 0. J'applique le premier principe, j'en déduis que Q égale 0. Si Q égale 0, la transformation elle est adiabatique. Alors j'aurais pu le trouver dans l'autre sens. J'aurais pu dire que c'était adiabatique parce que c'était un contact avec le vide, mais là j'ai fait exprès de faire exactement la même démarche dans le même ordre. Et à partir du moment où vous avez trouvé que c'était adiabatique, et bien l'entropie échangée elle vaut 0. Donc l'entropie échangée elle vaut 0, et on en déduit en faisant le deuxième principe que l'entropie créée elle vaut delta S, et donc elle vaut NR ln de 2. Par la méthode 3. Ça, c'est positif. Donc c'est irréversible. Quelle est la cause de l'irréversibilité? Ici, vous avez une inhomogénéité de concentration.
À gauche, il y avait du gaz, à droite, il n'y en a pas. J'ai une inhomogénéité. Inhomogénéité de concentration. C'est brutal aussi, oui. D'accord. C'est brutal et il y a une inhomogénéité d'un paramètre intensif. Ouais. Alors après, ce qu'on peut faire, on peut comparer les trois méthodes. Donc comparer les trois méthodes, on va les classer par entropie créée croissante. Celle qui crée le plus d'entropie, c'est la méthode 3. Celle qui en crée le moins, c'est la méthode 1. Donc on peut écrire ça comme ça. Hop, explosion thermonucléaire. Inhomogénéité de concentration. Alors, donc ça c'est une petite remarque pour conclure l'exercice. Ça correspond à quoi Quoi donc? L'inhomogénéité de concentration? C'est pour trouver la cause de l'irréversibilité. Vous avez conclu que c'était irréversible. Quand vous faites un bilan anthropique, vous dites ok c'est irréversible, mais vous expliquez pourquoi. D'accord? Et l'inhomogénéité de concentration, c'est au départ j'avais du gaz dans le compartiment de gauche, j'en avais pas dans le compartiment de droite. Donc j'avais une concentration nulle à droite et non nulle à gauche. C'est ça l'inhomogénéité. Ok? Alors si je classe, alors c'était déjà classé dans l'ordre, mais en gros vous avez S créé 1 qui est inférieur à S créé 2, créé 2 qui est inférieur à S créé 3. D'accord? Donc celle-là c'est la moins réversible. Et celle-là bah, c'est la plus réversible. Et ça se comprend un petit peu tout seul, à savoir la transformation 3. Bah, c'est impossible de, alors je sais pas si ça se dit, de décrever la membrane et que le gaz revienne à gauche. Alors que la transformation 2, bah, c'est possible de remettre la masse qu'on avait enlevée. Donc on peut quand même faire une transformation inverse, qui sera pas exactement, enfin qui créera peut-être un peu d'entropie, mais on arrive quand même à faire une transformation un peu plus proche. Et c'est pour ça qu'on peut classer par entropie croissante comme ça. Donc la transformation 3, c'est impossible de la faire à l'envers. Voilà, donc ça finit l'exercice 1. Alors on va faire le 3 dans la foulée, parce que vous allez voir que le 3, une fois qu'on a fait le 1, il est hyper facile. Je vais remettre l'énoncé ici. Hop. Touc. Alors le 3, du coup, je vais le faire directement, enfin je vais directement vous commenter ce que j'ai écrit, vous allez voir, c'est très rapide. Hop. Ah, attendez, j'ai mon truc qui a bugué là.